En une semaine, il aura fait parler de lui autant qu'en un an. Sam Altman, le patron et cofondateur d'OpenAI, a été mis à la porte par son conseil d'administration, puis embauché chez Microsoft, puis à nouveau réembauché chez OpenAI. Mais finalement, qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon de ce scénario assez fou? Et surtout, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça va accélérer le développement de l'intelligence artificielle? Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui vous explique l'actualité de la tech. Salut Gérald Olubovic. Bonjour. Merci beaucoup de venir nous voir dans Métadonnées. Tu es journaliste pour la newsletter spécialisée Cint et tu es aussi enseignant à Sciences Po. Merci de venir nous parler un peu de cette semaine assez incroyable qu'a vécu Sam Altman chez OpenAI. Merci pour l'invitation. C'est un prétexte pour faire un petit point sur ce qu'on sait de tout ça et où on en est. D'ailleurs, ça fait un an de ChatGPT. Donc un an, oui. J'ai envie de dire, de la démocratisation de presque l'IA. Jour pour jour. Et presque jour pour jour, Ouais. Exactement. C'était le 30 novembre 2022 qui est sortie la première version très grand public, entre guillemets, de ChatGPT. Donc avec Sam Altman, voilà, ce cofondateur d'OpenAI, cette boîte dont on parle depuis un an, qui s'est fait mettre à la porte du jour au lendemain, sans qu'on s'y attende, par le conseil d'administration. Ça a provoqué un psychodrame, on va dire, puisqu'il a été ensuite embauché chez Microsoft, partenaire principal d'OpenAI, puis revenu chez OpenAI. On va revenir en détail sur tout ça, évidemment. Mais déjà, je voudrais revenir avec toi sur ce que c'est fondamentalement que cette boîte OpenAI, dont on parle depuis un an, et qui est apparue comme ça. Alors, OpenAI, c'est une boîte qui a été montée en 2016 pour s'occuper, donc avec, entre autres, par Elon Musk, et pour l'ambition, en fait, de cette entreprise un peu particulière, on verra dans sa structure, et ça va expliquer aussi un peu les évolutions qu'on a eues ces derniers jours, avec pour mission, en fait, de fabriquer une intelligence artificielle qu'on va dire d'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire l'ambition ultime, c'est de faire une intelligence artificielle qui soit à peu près dans les mêmes modalités de fonctionnement qu'un cerveau humain, capable de faire ce qu'on fait nous tous. Les intelligences artificielles qu'on a actuellement, elles sont très fortes mais très spécialisées. Par exemple, de l'IA, moi je cite tout le temps Google Maps. C'est une IA, mais c'est-à-dire que c'est une IA qui sait mieux définir le trajet optimal que n'importe quel humain parce qu'elle travaille sur des milliards d'informations dont on ne peut pas avoir confiance l'humain. Mais l'intelligence artificielle générale, là, c'est une intelligence artificielle à qui on peut demander en fait tout et n'importe quoi. Parce que si on demande à Google Maps une bonne recette de cuisine, il va pas savoir. Voilà. Alors, c'est-à-dire qu'en gros, pour le moment, toutes les intelligences artificielles dont on dispose et qui sont dans notre quotidien, qu'on utilise depuis au moins 10-15 ans, les Google Maps, tu disais, mais aussi les services de recommandation sur YouTube, par exemple, Netflix ou ailleurs. En fait, ça, c'est du traitement statistique de données. On donne un gros paquet de données à l'entrée et en fait, l'algorithme le système d'algorithme qui est chargé de traiter ces données-là est capable de restituer une réponse à peu près satisfaisante. C'est de l'IA 1.0. Voilà, donc on va l'entraîner sur un jeu de données et là, depuis récemment, depuis une invention de Google qui s'appelle les Transformers, le fameux T dans le GPT, là, on arrive aussi à travailler sur les questions du langage et donc à fournir des réponses en langage naturel qui sont correctes. Voilà. Mais je veux qu'on revienne sur OpenAI. Ouais. Donc cette boîte qui a été fondée alors en 2015 ou en 2016, en 2016, donc par Sam Altman, qui est cofondateur parmi d'autres. Oui, il y avait Greg Brockman et Elon Musk entre autres. Exactement. Et tu disais cette boîte, c'est pas n'importe laquelle parce que d'ailleurs en fait techniquement à la base c'est pas une boîte. Alors c'est ce qu'on appelle aux États-Unis une 501c3, c'est-à-dire une organisation non-profit qui est donc une association c'est la loi 1901 en France. Exactement, non, c'est exactement la même chose. Et donc en fait le prémisse justement de cette histoire, c'était Elon Musk qui se disait bon, si on fabrique une intelligence artificielle et qu'elle tombe dans les mains du privé, donc d'une organisation, d'une corporation, d'une entreprise. Parce qu'en face il y a Google et DeepMind qui est très fort et
qui développe son IA. Hein. Exactement, il y a déjà une forme de rivalité, c'est déjà, voilà, tout le monde se regarde un petit peu, enfin c'est très petit, hein, Palo Alto, donc du coup tout le monde se regarde un peu dans le blanc des yeux, et donc Elon Musk se dit, en fait, il vaut mieux que ça soit une forme d'association qui gère ça, avec une mission claire qui vise en fait, à promouvoir la sécurité du développement de l'intelligence artificielle, plutôt que l'exploitation purement commerciale de la chose, quoi. Donc en gros, il y a ces jeunes qui se réunissent, enfin jeunes ou moins jeunes, mais enfin... Oui, voilà. J'étais quand même pas si vieux que ça. Voilà, qui se réunissent et ils se disent, en face, il y a le grand méchant Google, si je peux dire, qui développe son IA. Nous, on veut faire une IA éthique. Voilà. Donc, voilà, sans but lucratif. Sans but lucratif, et donc au board... ça va pas rester comme ça. Alors, ça va pas rester comme ça, mais au début, au board, donc, ils intègrent un certain nombre de gens qui sont plutôt issus du monde un peu libéral, intellectuel, des académiques, donc des universitaires, des gens qui réfléchissent, et puis en fait très vite aussi. des scientifiques, bien sûr, puisqu'il y a un ancien de Google qui donc est transfuge, et qui qui a un nom très compliqué à prononcer, mais qui joue un rôle dans et qui joue un rôle, on va l'appeler Ilya, c'est son prénom, mais qui donc joue un rôle aujourd'hui encore central. Mais donc voilà, lui c'est celui qui a travaillé sur la partie sur Skever, voilà, qui a travaillé sur la partie qui est vraiment la tête pensante en fait de l'IA chez OpenAI. Et puis en fait, il se trouve que il y a des contraintes techniques en fait pour réaliser une IA, c'est-à-dire que ça demande d'abord des investissements humains, mais aussi des investissements en termes d'infrastructure, c'est-à-dire qu'il faut des serveurs, il faut beaucoup d'argent pour faire tourner tout ça, il y a une demande énergétique très forte, bref, ça demande énormément d'argent, hein, un pognon de dingue comme on dit, et du coup Sam Altman en fait son job c'est d'aller lever des fonds. Oui, parce que Sam Altman, encore une fois, là on disait qu'il y avait des scientifiques, on parlait de Ilya de chez Google. Sam Altman, lui, pas du tout, hein. Il vient d'une boîte, lui il dirige un incubateur, d'ailleurs l'un des plus célèbres au monde, hein. Mais c'est un businessman assez incroyable, mais c'est pas du tout un scientifique. Donc en gros, lui, il va aller chercher l'argent, et donc finalement le côté commercial, et c'est là où la structure de cette association va un peu évoluer en fait. Exactement, puisque en fait là pour le coup on commence à s'adresser à des investisseurs, et les investisseurs eux, le côté non-profit c'est bien gentil, mais ça va 5 minutes, quoi. Ça va 5 minutes. Donc du coup pour s'assurer en fait la pérennité de la structure, en fait il faut pouvoir adosser une activité commerciale, et c'est ce qu'ils font en 2019. Ils créent une branche qui est donc une LLC, donc là pour le coup c'est une véritable compagnie, qui est une filiale de l'association, qui est contrôlée par la 501c3, par l'association, et donc en fait c'est l'association qui contrôle la compagnie, et cette compagnie là elle est dirigée par Sam Altman, donc il est l'employé de l'association qui dirige le tout. Mais ça explique aussi, parce qu'on disait, il y a plusieurs cofondateurs, je ne sais plus combien ils sont, 5, 6, 7, 8, je ne sais plus exactement, mais c'est lui qui a pris la lumière. Et c'est peut-être aussi un peu ce qui explique ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est devenu la star. Et notamment pour le grand public, c'est-à-dire qu'en quelques mois, c'est devenu pour certains un Steve Jobs. Oui. C'est ça qui est incroyable. Alors, mais en même temps, Steve Jobs, c'était, on aime bien aux États-Unis ce récit-là. C'est un récit qui se forme à peu près pour raconter toutes les grandes aventures technologiques. Elon Musk, c'est Tony Stark, Iron Man. Il a été comparé. On aime bien. On a eu Steve Jobs, on a eu Steve Ballmer, on a eu Bill Gates. Encore que Steve Ballmer était moins populaire, mais voilà. Donc on a ces capitaines d'industrie qui sont identifiés de plus en plus à des espèces de héros, super-héros, très charismatiques, et qui en fait sont des porte-drapeaux, des étendards qui permettent en fait de passer des portes là où on ne pouvait pas. Qui fait un peu de politique, hein, c'est ce qu'on a vu juste avant les derniers mois de Sam Altman avant cet épisode-là. Il a voyagé à travers le monde entier pour rencontrer des gouvernements, pour rencontrer des décisionnaires, pour justement plaider la cause de l'intelligence artificielle, faire en sorte que les régulations, de son point de vue, soient adaptées à son activité, etc. Donc il y a un travail d'évangélisation aussi, en même temps que toujours
un travail de récupération de fonds parce que vraiment, ils brûlent l'argent par paquet de millions. Et ils brûlent cet argent, mais donc du coup, maintenant, pour en gagner un peu plus, il y a maintenant un an justement, ils montrent un peu au grand public ChatGPT. Donc, il fait ce que d'autres auraient pu faire, n'ont peut-être pas voulu faire, c'est-à-dire montrer, soulever le capot et dire voilà, on sort quelque chose pour tout le monde, regardez à quoi ça ressemble, et ça marche. Et donc il avance comme ça vers des produits commerciaux. Il fait un deal évidemment avec Microsoft qui a investi 10 milliards. Alors c'est des crédits Azure, je crois, donc c'est des crédits une partie d'hébergement. Mais enfin, ils investissent quand même beaucoup. Donc entre guillemets, il propose des services. Il a un accord avec Microsoft. Donc par rapport à l'association à but non lucratif initiale, c'est vrai qu'on est assez loin. Et donc finalement, on se retrouve un an plus tard avec le fait qu'il soit du jour au lendemain mis à la porte par son conseil d'administration. Comment est-ce qu'on arrive à ça ? J'imagine que c'est ça qui a créé des tensions. Il y avait une conférence aussi dont il faut parler le 6 novembre qui n'a pas été anodine. Qui n'a pas été anodine, c'est-à-dire que donc, quelques jours avant, on a donc ce OpenAI Developer Day qui est donc en fait la grande messe en fait, de tous les développeurs du monde entier qui travaillent avec l'API d'OpenAI, c'est-à-dire le logiciel qui permet de dialoguer avec parce qu'en fait, ils vendent ce service. Ils vendent un service en fait, voilà. Et chaque entreprise peut brancher un service à ce cerveau pour proposer un chatbot à ses salariés, exactement. À d'autres. Il n'y a pas que ChatGPT, beaucoup des services qui sont utilisés et qui avancent le fait de travailler avec l'IA, c'est souvent GPT-4 qui est derrière. Donc le ChatGPT, la version un peu industrielle de ChatGPT. Et donc du coup, il y a ce truc-là, et là, il annonce un certain nombre de services où on voit clairement qu'il y a une forme de changement de pied, c'est-à-dire que là où on était tous à se dire, bon, en fait, grosso modo, en fait, ChatGPT est soluble dans l'eau, c'est-à-dire qu'il va disparaître pour aller rejoindre les plateformes type Word, Excel, etc. dans Microsoft et d'autres produits qui seront comme un service additionnel. En fait, on se rend compte que l'ambition, elle est plus du tout celle-ci, qu'il s'agit de monter une forme d'Apple Store version OpenAI avec des GPT qui sont des agents qui permettent de réaliser des tâches sur mesure, voilà, donc qu'on peut configurer à sa propre main. Enfin, donc il y a tout un univers qui commence à se développer et qui permet en fait de générer des revenus et de montrer en fait un intérêt commercial. Le 6 novembre, il monte sur scène, d'ailleurs il n'y a que lui sur scène avec Satya Nadella, le patron de Microsoft. Exactement, ouais. Il est VRP en fait. Oui. Il annonce que du business. Que du business. Et c'est vrai que du point de vue du conseil d'administration, alors moi c'est une question que je me suis posée d'ailleurs parce que quand ils l'ont dégagé, ils ont dit qu'il y a eu un manque de, je sais plus comment c'est formulé, de transparence dans la communication. Candid communication, voilà, c'est le mot poli pour dire que c'est en gros il a été malhonnête. Il a caché des choses. Il a caché des choses. Moi la question que je me pose c'est est-ce que finalement il n'a pas annoncé des trucs sur scène dont le conseil d'administration n'était pas au courant? Est-ce qu'il s'est pas dit il m'emmerde un peu, je vais pas leur dire, je vais annoncer ça, et le conseil d'administration a dit non, là il peut pas annoncer des choses sans qu'on soit prévenu. Est-ce que ça peut pas être aussi tout simplement ce type de conflit? Alors, ce que les reporters américains qui sont très très proches de l'affaire et qui aiment particulièrement ce genre de choses racontent, c'est que globalement, ils ont encore beaucoup de mal à cerner la raison, le pourquoi de ce licenciement. Ce qui est un peu inquiétant. Avec le recul, vu qu'il est revenu. Oui, c'est inquiétant parce qu'il y a eu tout un tas de rumeurs le vendredi soir qui sont parties. Ça partait de la faute personnelle en tant que CEO, c'était aussi la faute personnelle en tant puisqu'il y avait des allégations d'agression sexuelle qui ont tourné à un moment donné, il y a eu d'autres choses qui sont passées. Quand quelqu'un, et puis surtout on a eu les scandales FTX, enfin je veux dire, quand un CEO, un PDG est viré comme ça du jour au lendemain, on se dit bon, il y a eu quoi, des malversations, il y a eu un scandale sexuel, il y a eu du harcèlement, enfin on imagine qu'il y a quelque chose de net en fait, et on n'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est ça, et là ça fait quelques jours, 2-3 jours que ça commence un petit peu entre guillemets à parler, et il se trouve qu'en réalité, quand les gens qui sont très très proche du board en fait poser la question, non mais c'est bon, on peut se dire maintenant, on peut se parler, pourquoi vous l'avez viré, la réponse c'était plutôt du genre non mais il a fait des choses sérieuses. Oui, donc sans en précision. fait ils l'ont viré mais il a rien fait de grave, et d'ailleurs c'est un peu ce qu'on ressent parce que comment dire, la rapidité avec laquelle Microsoft le rattrape et dit non, on défend Sam Altman, on veut continuer à travailler à OpenAI, mais Sam Altman on l'embauche, c'est-à-dire que 48 heures après s'être fait sortir, il est embauché par Microsoft avec une promesse d'embaucher toute son équipe. Donc c'est vrai que si Microsoft, qui doit être quand même bien informé, l'embauche derrière, c'est qu'a priori, ils n'ont pas trop de doutes sur le fait qu'il n'ait pas fait de grosses bêtises. C'est surtout que Microsoft n'était pas au courant du licenciement, alors qu'ils ont quand même 49% dans la boîte. Donc, du coup, ils sont sûrs d'eux aussi.
Alors, c'est qu'ils sont sur deux. On n'embauche pas si on pense qu'il y a un scandale derrière. Voilà. Donc, en vérité, il y a un phénomène, moi, qui m'a beaucoup intéressé là, dans tout le récit qui s'est développé. C'est-à-dire que tout le monde a essayé de trouver des éléments de rationalité extrêmement forts pour expliquer, en fait, la décision du board d'OpenAI. Quand, à mon avis, il n'était pas question d'aller chercher dans cette question-là, mais plutôt dans les dissensions philosophiques vraiment qui remontent justement à la construction avec de ce truc. fameux Ilya Sutskever, qui est un ponte, qui est vraiment un génie de l'intelligence artificielle, qui était chez Google, etc. Voilà, cette dissension, ces deux philosophies, il faut qu'on en parle, parce que c'est ce qui divise déjà OpenAI, et c'est ce qui divise l'IA en général. Ces deux mouvements de pensée, c'est quoi? Pourquoi il y a deux mouvements de pensée qui s'opposent comme ça? Alors, c'est même au-delà de OpenAI, mais globalement, depuis quelques années, il y a eu un philosophe qui s'appelle Will MacAskill qui a écrit un bouquin qui, globalement, prône en fait ce qu'on appelle l'effective altruisme, l'altruisme effectif. Et l'altruisme effectif, c'est quoi? C'est une philosophie qui a d'ailleurs essaimé dans toute la Silicon Valley et au-delà, y compris dans certains gouvernements. Politico en parlait il n'y a pas très longtemps. C'est une philosophie qui vise en fait à maximiser l'altruisme, les actes de générosité qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'au lieu de baser notre réflexion, enfin notre action sur le cœur, l'envie de bien faire, mais qui part vraiment d'une pulsion émotionnelle, on va en fait rationaliser ça et on va se dire, on va peser le pour et le contre et on va agir en fonction de la raison et pas en fonction de l'émotion. C'est un peu ce que fait, ça me rappelle beaucoup la fondation Bill et Melinda Gates, c'est-à-dire qu'il doit donner beaucoup, mais alors par contre, ça fonctionne comme une boîte privée, c'est-à-dire que tout est hyper rationnel, il faut optimiser, etc. Donc c'est un peu cette état d'esprit. En fait, c'est une philosophie qui s'est vraiment développée dans la Silicon Valley de façon très très large, et elle s'est adossée à d'autres, enfin, elle a donné lieu à d'autres philosophies, notamment une autre qui s'appelle le long-termisme et qui vient compléter en fait cette philosophie d'effective altruisme, c'est-à-dire que en plus de regarder avec la raison ce qu'on peut faire de mieux pour aider, contribuer au bien du monde, on va regarder ses effets dans le futur. Dans un futur, pas à quelques mois, mais dans un futur à plusieurs dizaines, centaines d'années, en envisageant en fait l'humanité dans son ensemble, dans ce qu'elle a de futur. Donc si on retranscrit sur l'IA, c'est en gros, on développe, mais on est raisonnable et on est rationnel. On fait gaffe, quoi. Alors, on développe, on est raisonnable et on fait gaffe, mais pour assurer à l'humanité un futur brillant et pas compromettre ses chances de développement. D'accord. Et c'est ce focus-là qui est important. Donc on doit développer une IA quand même, parce que ça va peut-être nous proposer des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors justement, il y a deux choses. Il y a deux choses c'est là où on en vient avec le deuxième courant. Il y a un courant donc qui est l'effective altruism, qui est donc le premier des courants qui s'est développé, où là en fait on va dire qu'on va faire très attention à ne pas développer une IA sentiente qui ne soit pas alignée avec nos besoins, c'est-à-dire qu'elle ne va pas... Sentiente qui va être dotée de conscience, et voilà, donc la fameuse AGI dont on parlait en début de podcast. L'intelligence artificielle générale. Voilà, l'intelligence artificielle générale. Donc cette intelligence artificielle générale, c'est l'objectif d'OpenAI, et il faut développer quelque chose qui soit aligné avec nos besoins, qui ne dépasse pas nos besoins, qui ne soit pas en mesure de prendre le contrôle. Et là, vous voyez qu'on est dans un discours un peu science-fictionnel. Donc ça, c'est le premier truc. Mais ça, c'est la philosophie de ce fameux Ilya Sutskever, donc qui vient de... Et pas que. En fait, ils sont trois dans le board. Ils sont trois dans le board à partager ces philosophies-là. Et par ailleurs, juste avant, il y a deux anciens membres d'OpenAI qui sont partis pour les mêmes raisons, comment dirais-je, de doute vis-à-vis de la sécurité de l'IA. Ce sont les deux patrons d'Anthropic qui ont monté Claude. Elon Musk dans cette histoire, parce qu'il est parti aussi, lui. Il est parti en 2019. Elon Musk avait à peu près le même type de réflexion sur le sujet. Et il est aussi assez souvent associé à ce genre de mouvement. D'accord. Alors il y en a qui font littéralement partie d'organisations d'effective altruism. Donc c'est le cas de Helen Toner qui est donc au board et qui elle est aussi au board d'une association d'effective altruism. Et puis il y en a qui sont plus ou moins associés, et il y a en fait plus ou moins associés à défendu des thèses. L'autre courant, et l'autre courant, c'est
l'accélérationnisme, et c'est-à-dire que là, pour le coup, il s'agit de développer le plus possible l'intelligence artificielle, et voire même différentes versions, pour être sûr, en réalité, de proposer à l'humanité une chance de se développer et de pouvoir combattre différentes problématiques qu'il aura à l'avenir ou présentes du type réchauffement climatique. Donc on met le pied sur l'accélérateur. Et là, du coup, on met le pied sur l'accélérateur, on est moins regardant sur les problématiques éthiques, et évidemment, il faut beaucoup d'argent parce donc ça, c'est qu'il faut développer pas que de Sam Altman, notamment. Alors après, on est beaucoup revenu, on a beaucoup parlé de cette opposition entre ces deux courants de pensée, comme si OpenAI était coupé en deux. N'empêche qu'au moment où Altman s'est fait sortir, que Microsoft a proposé de le recruter, il y a une lettre qui s'est adressée de quasiment tous les salariés. Oui, je crois qu'ils sont 700 et quelques, 700 signataires sur 700 et quelques. Donc on va dire tous les salariés qui ont signé une lettre en disant au board, soit vous faites revenir Sam Altman, soit on se barre. Et on va chez Microsoft qui nous a promis à tous un poste. Alors, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi d'un côté on dit que la boîte est coupée en deux. Alors, peut-être que c'est plutôt le conseil d'administration, mais pourquoi est-ce qu'il y a ces deux courants? Et après, on voit que tous les salariés, y compris des scientifiques, des chercheurs, des chercheuses, enfin pas que des commerciaux, là c'est vraiment toute la boîte, soutiennent comme un seul homme Sam Altman. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison très... D'abord, la boîte, elle n'est pas exactement coupée en deux. C'est plutôt la question du board où il y a un affrontement philosophique. Même si, évidemment, les salariés sont en partie alignés là-dessus. Eh bien non, précisément pas, parce que là, en l'occurrence, c'était vraiment une question financière. C'est-à-dire qu'il y a quand même, en fait, tous les salariés ont du stock, ont des actions de OpenAI. Donc la partie financière, pas l'association. Sur leur compte en banque, ils ont des titres oui, donc ils ont un intérêt financier. Et ils ont un intérêt financier, c'est-à-dire que si en fait Sam Altman était réellement licencié et disparaissait en fait de la boîte, vu son rôle de porte-drapeau et d'étendard, grosso modo, c'était la boîte qui perdait en valeur, en crédibilité et s'écroulait grandement. Donc en fait, eux-mêmes se retrouvaient un peu les mains dans les poches avec une valorisation qui était largement diminuée. Donc en fait, il y avait aussi certainement un calcul de cet ordre-là. Il y avait aussi quand même, je pense, il y a un alignement avec avec Sam Altman et l'envie et Greg Brockman et l'envie de dire bon bah voilà, on participe, qui est le président en fait mais qui est un cofondateur aussi, et qui est un cofondateur d'OpenAI et qui est le lieutenant d'Altman, c'est ça, et qui était embauché aussi par Microsoft à ses côtés. Donc voilà, en fait, alors je sais pas exactement s'ils ont été embauchés, je crois pas en fait, parce qu'il y a eu un rétro-pédalage dans différentes interviews, voilà, et c'était en fait la porte est ouverte, etc. Mais en fait, et justement en fait, c'était là où on a compris qu'à un moment donné, quand on a vu donc le patron de Microsoft qui n'était pas aussi clair en mode on accueille Sam Altman là maintenant de suite. Il a dit on les accueille avec Greg Brockman, mais après il a dit aussi par contre s'il est repris chez OpenAI, volontiers allez-y, nous c'est notre partenaire. Voilà. En fait Microsoft ils étaient contents, enfin ils préféraient avoir Sam Altman chez eux que de ne plus avoir de Sam Altman du tout. Oui, parce qu'il aurait pu monter une autre boîte concurrente. Exactement, mais ce qu'ils préfèrent, c'est sachant tout ce qu'ils ont investi dans OpenAI, que la structure reste intacte et juste de la stabilité. En fait, ça, c'est l'intérêt de Microsoft. Voilà. Bon, ils auraient récupéré Sam Altman, c'était pas un problème, puisque de toute façon, ils ont 49% dans la boîte dans OpenAI, donc ils avaient accès à la totalité des ressources et des assets des atouts de OpenAI. Donc, de toute façon, Altman aurait juste changé de fiche de paye, on va dire, et aurait continué à travailler à peu près de la même manière avec ses salariés. Mais ils ont eu très rapidement, même Ilya Sutskever, donc qui lui était au début pour l'éviction de Sam Altman, très rapidement, il a dit sur Twitter, je suis désolé, en gros j'ai fait des conneries, oui. et puis finalement il a changé, il a changé son fusil d'épaule, oui. Je pense qu'il doit y avoir. Il a retourné tout le monde, ou alors il y a eu la pression de Microsoft, lui, et donc finalement, de toute façon, à partir du moment où vous avez tous les salariés qui vous disent maintenant, soit vous faites revenir le patron, soit on se casse. Bon, c'était fini. Donc là, le conseil d'administration a démissionné. Sam Altman est revenu chez OpenAI, sachant qu'il avait l'appui de Microsoft. Donc là, Microsoft, pour eux, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'ils disent on est plus liés que jamais avec OpenAI. Il a un conseil d'administration. Et ils ont un gros levier maintenant. Et ils ont un gros levier. Et en fait, maintenant,
dans les faits, Microsoft a totalement mis la main sur OpenAI. Oui, complètement. C'est-à-dire que là, globalement, alors il doit y avoir, je pense qu'il doit y avoir un peu des questions légales parce qu'il y a quand même en fait un cadre sur par exemple sur le principe des mergers, ce qu'on appelle les fusions, voilà. Et donc du coup là, peut-être qu'il y a quelque chose à voir en termes de concurrence, voilà. Bon, mais globalement, c'est vrai que Microsoft a finalement s'est positionné comme un gros leader, le plus gros leader sur le marché de l'intelligence artificielle et n'a pas de position tremblante là. Pour le coup, ils ont l'infrastructure, ils ont l'entreprise. D'autant que même si le board va passer à 9 membres, je crois, dans pas très très longtemps, et réintégrer Sam Altman après une enquête. Alors finalement, il est réintégré au board. Alors pour l'instant, il y a une enquête qui va être commanditée pour savoir exactement ce qui s'est passé, à laquelle il se soumet bien volontiers, dit-il. Et puis ils vont ouvrir le board à d'autres entreprises. Bon, grosso modo, vous l'aurez compris, c'est un peu la fin de la partie associative, entre guillemets. Oui, c'est ça. Et puis maintenant, c'est Microsoft. C'est une vraie boîte. Qui va arriver au board, j'imagine. Enfin, oui, Microsoft est intégré aussi au board. Alors, juste, depuis tout à l'heure, on parle de Microsoft, mais je pense qu'il faut aussi rappeler pourquoi est-ce que Microsoft est aussi impliqué dans l'IA. C'est vrai, on peut se poser la question. Alors, déjà, il y a quelque chose qui a été très important, ce qui, à mon avis, change tout. C'est ce qu'ils ont annoncé, c'est-à-dire leur fameux logiciel, système copilote, c'est-à-dire l'intégration. Tu disais que ChatGPT était soluble dans l'eau et dans les autres logiciels. En fait, c'est l'intégration des fonctions de ChatGPT dans leur suite Office. Or, la suite Office, c'est littéralement quasiment tous les salariés du monde. Exactement. Et donc, concrètement, ça veut dire que ce qui est en train d'être déployé, moi, je pense que c'est ça la révolution d'ailleurs, c'est pas s'amuser à faire des prompts sur ChatGPT quand on n'a rien à faire. C'est que sur Word, j'ai une option copilote, donc Microsoft, qui fonctionne grâce à OpenAI. On demande à Word d'écrire un document sur tel sujet et on a un premier brouillon. Pareil pour faire une présentation PowerPoint. Donc c'est ça le concret. Je trouve que c'est important de revenir au concret aussi. Ça. Et donc c'est pour ça, entre autres évidemment, mais que Microsoft est autant intéressé par l'IA. Oui, il y a évidemment, on va dire, quand on considère le produit Microsoft Word, Excel, la suite Office, en fait. C'est l'avenir d'Office. On peut se dire qu'effectivement ça va aider grandement à améliorer un certain nombre de fonctionnalités. Voilà. Bon, après, il faut quand même regarder tout ça avec aussi cet œil-là financier et en termes de modèle d'affaires. Ça reste extrêmement lourd financièrement à opérer une intelligence artificielle de ce type-là. ChatGPT est pas exactement le truc le plus rentable. Hein. On l'a dit. Oui, mais c'est un très bon client de Microsoft aussi. Parce qu'ils utilisent Azure, le système de cloud de Microsoft. Alors, c'est vrai, mais en termes de dépenses, c'est quand même extrêmement fort. Donc en fait, il y a quand même cette limite-là. On l'a vu d'ailleurs. Là, même en termes de capacité de traitement, de calcul, en fait, ChatGPT a dû fermer en fait les inscriptions aux nouveaux inscrits parce que en fait, c'est trop compliqué. Il y a trop de monde. Ça veut dire que quand je fais une recherche ChatGPT, je fais perdre de l'argent à OpenAI à chaque recherche. On coûte beaucoup d'argent. C'est ça. En fait, c'est pas rentable. Donc s'ils misent là-dessus, c'est qu'ils disent ça va s'inverser. Et de ressources électriques et en eau. Oui, aussi, mais j'imagine que s'ils avancent là-dessus, c'est qu'ils se disent que ça va être optimisé et que demain ça rapportera de l'argent. Sinon, ça n'a pas de sens. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de travaux d'optimisation qui sont mis en place. Est-ce qu'ils ont la certitude qu'ils vont gagner de l'argent pour le moment? Je pense qu'il y a aussi une forme de... en fait, il faut questionner aussi l'arrivée de ChatGPT, qui est arrivé aussi dans un moment où ça faisait à peu près 2 ans, c'était en mode plateau en termes de revenus. Dans la Silicon Valley, on ne trouvait pas un peu les ressorts de croissance qui étaient qu'on cherchait. Non, de façon générale, en fait, il y avait une forme d'atonie quelque part. Un truc, il fallait un peu raviver la flamme. Il fallait raviver la flamme et effectivement, entre autres, dans cette discussion qu'il y avait chez OpenAI pour pouvoir savoir si oui ou non le monde était prêt pour ChatGPT, parce que c'était littéralement comme ça qu'il le formulait. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit ok, on le sort maintenant, et en prenant de cours de tout le monde, mais ce qui fait que en fait, ça a provoqué une forme de ruée vers l'or renouvelée. La réaction était dingue aussi. Ils auraient pu le sortir, faire une bonne campagne de com, et puis que ça prenne pas forcément. Après tout, c'est vrai. Des chatbots, on en a eu beaucoup quand même depuis quelques années, des trucs vraiment merdiques. Alors celui-là, il a tout changé. Mais c'était pas non plus, je trouve, une certitude que à ce point, non seulement les médias en parlent, mais que même le grand public se l'approprie, ce qui était quand même étonnant. Et moi, j'ai été étonné, je t'avoue que ça m'a étonné. Je me suis dit, bon, c'est impressionnant, maintenant, au quotidien, comment on s'en sert?
Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est à quel point ça a infusé tout de suite le grand public. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de vague très étonnante qui en fait a surfé à la fois sur la mythologie qu'on avait de l'intelligence artificielle, le côté très spectaculaire de pouvoir échanger avec une machine qui nous répond en termes humains et toutes les problématiques de factuelles, d'erreurs factuelles, etc. Au début, on les a passées complètement. On n'a pas exactement regardé ces choses-là. Donc effectivement, on était tous très impressionnés par cet échange qu'on avait avec la machine qui était extrêmement naturel. Et en soi, il y avait eu des prémices dans les années 70 avec une autre machine qui s'appelait Elisa et un chatbot qui était du même ordre. Et à l'époque, c'était complètement révolutionnaire et déjà très basique, qui était très très basique, mais qui permettait déjà d'avoir une forme d'échange dans lequel on pouvait s'immerger et se dire oh là là mon Dieu, mais c'est absolument extraordinaire. Et puis dans les jeux vidéo, on a régulièrement ça aussi avec les personnages non joueurs qui nous parlent. Pour certains, quand les dialogues sont très bien faits, avant même l'IA, en fait, on se retrouvait quand même avec une immersion très forte. Parce qu'il y a un anthropomorphisme. Exactement. Et notre cerveau, il a du mal à comprendre. C'est ça qui a marché. Mais il y a autre chose qui m'a marqué, notamment chez OpenAI, mais cette fois pas que. C'est un peu l'alignement des planètes. Tout a déboulé en même temps. Il y a eu ChatGPT, il y a eu DALL-E Midjourney. Alors DALL-E, c'est la solution d'OpenAI sur la génération d'images. C'est ça, oui. Et Midjourney, c'est la concurrence. Exact. Mais tout s'est aligné en même temps. Et ça, c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'à la fois sur le texte, à la fois sur l'image, à la fois sur la voix, sur le son. Sur le voix aussi, ouais. Tout est arrivé en quelques mois. C'est ça qui est impressionnant. En fait, c'était plus ou moins. Alors, Midjourney est arrivé avant ChatGPT. C'est arrivé en mars 2022 et donc ça commençait à tourner. Il y avait Stable Diffusion. C'est ChatGPT qui a aussi, on a l'impression qu'il y a. Et c'est ChatGPT qui a donné un peu le coup de pied. Alors encore que il commençait à y avoir des applications qui sortaient déjà basées en fait sur le modèle de Stable Diffusion qui est encore un troisième acteur. Tout ça en fait ça se développe là parce que en fait il a fallu le temps de la recherche et qu'à partir du moment où on invente les Transformers chez Google et qu'on avance sur cette... C'est quoi les Transformers En fait c'est une série d'algorithmes qui permettent de... alors techniquement là j'aurais un peu plus de mal à le décrire, mais globalement ça permet en fait de traiter le langage et d'avoir en fait une forme de correspondance et d'aller chercher entre les mots et d'aller chercher dans des univers sémantiques, c'est-à-dire ce que ça évoque en fait et de faire des parallèles et des connexions. Bon, grosso modo en fait ça permet surtout de traiter tout un peu comme du langage, c'est-à-dire que le réseau de neurones, l'intelligence artificielle, quand on va l'entraîner, va en fait détecter un peu des répétitions, des formes de... En fait on sort de la recherche par mots-clés. C'est ça, on n'est plus du tout dans la recherche par mots-clés. Voilà. En fait, c'est l'intelligence artificielle qui va comprendre un certain nombre de choses et qui on va se dire, va comprendre ça comme un langage au sens strict du terme, va l'assimiler comme ça. Alors, ça marche super bien pour la musique, etc. Parce qu'en plus, c'est quasiment aussi, il y a une orthographe, une grammaire. Le plus dur, c'était pour l'image et ça a été passé assez tôt. C'est finalement la recherche qui était la plus avancée en fait et la plus impressionnante des trois aussi, et la plus impressionnante. On aurait vu les deepfakes, enfin les fausses photos, les photos du pape en doudoune, etc. Voilà, ça c'était pour les plus récentes. C'était concret quoi. Parce que Midjourney, il y a eu plusieurs versions. En fait, moi, ce qui m'a impressionné, c'est la version qui arrive en fin d'année, où là, on a eu une progression assez incroyable et qui donne une idée de ce que seront les prochaines d'ailleurs. Oui, maintenant on est dans du photoréalisme sur Midjourney. On commence à voir de la vidéo arriver avec Stable Diffusion qui a lancé là récemment un générateur de vidéo. Alors on est encore dans du mouvement qui est relativement tranquille, voilà, c'est en fait du panoramique, des mouvements de caméra. On surtout, voit le potentiel. Voilà, avec peut-être un petit peu des mouvements de tête qui bougent, le clignement des yeux, ce genre de choses. Certaines marches qui sont pas exactement encore tout à fait réalistes, mais on voit un cheval par exemple marcher, c'est pas encore tout à fait. Mais voilà, en fait, c'est qu'une question de temps et de process et de puissance de calcul, quoi. Et pour revenir sur OpenAI, parce qu'on en parle beaucoup, mais il y a quand même de la concurrence. Évidemment, il y a Google, il y a Grok, le ChatGPT d'Elon Musk, il y a Xavier Niel en France, il y a Mistral aussi. Il y a Mistral qui est prometteur. Est-ce que OpenAI est si en avance que ça? Est-ce que c'est vraiment une boîte à part dans l'IA?
Est-ce qu'ils ont énormément d'avance, ou est-ce que finalement c'est un concurrent parmi d'autres, on en a peut-être trop parlé et pas assez du reste? Non, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on ouvre un service et qu'en moins de 2 mois, on arrive à récupérer 100 millions d'utilisateurs et que ce service apprend en fait des interactions qu'on a avec les utilisateurs, c'est sûr que tous ceux qui arrivent derrière partent avec 100 millions d'utilisateurs de facto en moins. Mais ça, c'est parce qu'ils ont ouvert le placard. Les autres auraient peut-être pu le faire aussi. C'est ça, donc c'est la preuve. Donc, est-ce que technologiquement ils sont en avance, oui, ou c'est a juste priori, ceux qui ont ouvert le placard en premier? A priori, ils sont quand même. Ils ont quand même vraiment de l'avance. Ouais, ils ont quand même de l'avance. Après, il y a quand même deux philosophies qui s'affrontent aussi là, mais là au niveau plutôt technique, c'est-à-dire qu'on a une philosophie propriétaire qui est en fait donc c'est Bard et bientôt Gemini chez Google, c'est ChatGPT avec GPT-4. Oui, parce que contrairement à ce qui était prévu à la base, c'était censé être à but non lucratif. OpenAI, pourquoi? Parce que c'était de l'IA open source. Open source. Et sauf que comme l'indique son nom, ça n'est pas du tout open source, c'est plus du tout open source et c'est lucratif. Voilà. Exactement. Voilà, ils ont changé un peu de pied et donc du coup ils ont gardé le nom. On ne connaît pas le code. Non, on connaît pas le code, puis surtout que on peut pas se l'approprier. En fait, ça reste un entraînement. Enfin, tout est maîtrisé par OpenAI. Et les autres qui sont eux qui veulent une approche open source. Et voilà. Et donc on a les autres qui sont plutôt open source, dont Mistral en France, Meta qui a sorti aussi avec son Llama 2 une forme d'open source, même si là ils entraînent eux. Bon voilà. Donc et puis évidemment il y a aussi les affrontements entre continents. Hein, c'est-à-dire que on parle moins de la Chine, mais ils sont aussi dans la course très très fort. L'Europe commence à voir un peu des choses arriver, notamment aussi en Allemagne avec Alep Alpha. En France on a Mistral, on a Lighton, on a d'autres. Donc c'est quand même une lutte de positionnement en termes géopolitiques, en termes économiques, en termes technologiques et en termes idéologiques également, parce que c'est aussi une façon de porter une forme de vision du monde de demain et de philosophie qui est assez marquée. Et dernière question, du coup, avec la situation actuelle, avec le retour d'Altman en grâce chez OpenAI, avec Microsoft qui est plus fort que jamais, est-ce que tu penses que là, ils s'en sortent gagnants, la boîte OpenAI en sort gagnant, et est-ce que finalement, ils vont aussi, en rassurant, en montrant leur solidité et la confiance en Sam Altman, lever encore plus d'argent et aller encore plus vite finalement? Est-ce que pour toi c'est une victoire pour l'IA finalement, la situation actuelle, le retour de Sam Altman? Alors je dirais pas que c'est une victoire pour l'IA, je pense que c'est une victoire pour cette vision-là de l'intelligence artificielle, oui. Pour l'IA, je ne pense pas que ce soit une victoire, parce qu'en réalité, le fait qu'il y ait une position dominante aussi forte que ça, et que, en fait, grosso modo, les chevaux sont lancés à plein galop, ça peut avoir des impacts problématiques sur d'autres concurrents qui seront moins largement financés. Évidemment, quand l'argent, il n'y a pas d'argent magique, et donc ça ne part pas dans tous les sens, et donc en fait, ce que va drainer comme financement OpenAI n'ira pas dans la poche d'autres entreprises qui pourraient se développer et proposer d'autres modèles. Et il faut rappeler aussi quand même, et c'est très important, que ce modèle-là d'OpenAI, qui est quand même celui qui est le plus utilisé, souffre de biais très importants, souffre de problématiques de représentation de genre, de race, etc. Et donc en fait, colporte aussi une forme de vision du monde à la fois culturelle et qui peut être problématique à certains endroits. On aurait aimé que, par exemple, il y ait une forme de fondation qui puisse financer les développements d'intelligence artificielle en Afrique, par exemple. Il y en a 2 ou 3 qui sont très très forts, ou de développement d'intelligence artificielle plus communautaire. Donc voilà, en fait, c'est plutôt dans la diversité que, à mon avis, l'avenir se trouve, notamment aussi en France, en Europe, le développement de modèles plus légers. Finalement, la vision d'Altman pour le moment l'emporte, c'est-à-dire que ça devient premièrement une bataille commerciale avant d'être une bataille philosophique. C'est une vision commerciale. Le capitalisme a bien repris le dessus, et clairement c'était une bataille aussi autour de ça, quoi. Les progrès sont assez fascinants quand même. Les progrès sont fascinants, quand on voit ce qui sort, c'est quand même assez impressionnant. Merci beaucoup, Gérald Holubovic. Alors je rappelle, tu es journaliste spécialisé notamment pour la newsletter Cint.
SYNTH. Exactement. Voilà. SYNTH. Et tu es enseignant aussi à Sciences Po. C'est ça. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans Métadonnées pour nous parler de cette folle semaine de Sam Altman chez OpenAI, chez Microsoft, puis à nouveau chez OpenAI. Merci beaucoup d'avoir suivi Métadonnées. Vous pouvez retrouver évidemment cet épisode comme tous les autres sur toutes les plateformes de podcast, sur le site Tech & Co, bfmtv.com/tech et évidemment sur YouTube. À très vite.